Et elle lui balance cette phrase qui a contribué au fait que je sorte un moment de la finance, c'est « Et tous les millions que tu as gagnés, ça rachètera jamais les moments qu'on n'a pas eu ensemble. » Et cette phrase-là, quand on pense combien ces écrans nous volent, les parents ne se sentent plus du tout légitimes à ce que l'enfant s'ennuie, presque il serait coupable. Mais non, tous les enfants les plus stables savent meubler l'ennui par eux-mêmes. Et elle disait « Mon fils, aujourd'hui, est constamment sur le téléphone, je n'arrive plus à lui enlever après 23 heures, sinon il me crie dessus. Et en dehors de ça, il ne me parle plus. » Quand j'étais trader, en fait, j'étais trader sur des très gros comptes qui me donnaient de l'argent pour faire joujou, pour gagner plein d'argent très vite. Comment est-ce que tu fais, toi, pour alerter tes élèves ? Une recommandation de plein de gens de la tech qui disent « Non, les réseaux, vous les avez pas sur votre smartphone. » J'ai été confronté assez concrètement à la mort. Et la mort, en matière de temps, c'est radical. Les réseaux, les algos nous poussent à la conflictualité réellement. On est Lucas et Valentin, fondateurs de Season et DigiDetox. 2 anciens addicts aux réseaux sociaux. Et on a créé Scrolletu. Le podcast où on invite des experts pour nous aider à reprendre le contrôle de nos vies numériques. Bienvenue dans Scrolletu, le podcast où on va explorer ce que les écrans font à nos vies et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre le contrôle. Écoute, merci Lucas, ravi de lancer ce premier épisode avec toi Gilles. Ravi également. Voilà, donc ce podcast il vient en parallèle des actions menées avec Season et DigiDetox, où l'idée c'est d'aider les jeunes et les moins jeunes à construire, ou on va dire reconstruire, un usage équilibré avec le numérique. Nous, avec Valentin, on a tous les deux grandi avec ça, on a même vécu l'évolution du numérique comme on la connaît aujourd'hui. Et donc on a certainement été beaucoup happés par ça aussi, on est passé par des phases un peu d'addiction, etc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de créer ce podcast, en fait, pour aider les gens qui nous entourent et nos auditeurs à trouver des solutions, à retrouver un équilibre et voilà, essayer de combattre ce problème d'addiction. Yes, et donc pour ce premier épisode, on a la chance de t'accueillir. Voilà, donc toi Gilles qui est ancien trader, ensuite devenu instituteur. Et puis donc on a la chance de t'accueillir car tu t'es penché aussi très tôt sur un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup débat, donc le numérique, notamment que ce soit dans l'éducation ou au sein des foyers ou même dans la vie des jeunes. Et donc notre volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir t'écouter, toi qui as aussi pu réaliser des documentaires, des films, dont Et si on levait les yeux, qui nous a aussi beaucoup marqué. Et puis à côté, tu es également aussi éducateur. Instituteur, on va dire. Instituteur et auteur. Et auteur de livres, oui. Du livre. J'ai écrit 4 livres. Et témoin donc direct de l'évolution des écrans dans la vie des jeunes. Voilà, merci beaucoup. Oui, je peux juste ajouter à ça que j'ai réalisé un film, le premier film que j'ai réalisé s'appelait Tout s'accélère. Et fondamentalement, la raison pour laquelle je le faisais, c'est que j'entendais partout, y compris dans l'entreprise, mes amis qui étaient dans l'entreprise, cette saturation de temps, ce manque de temps, cette famine de temps, comme dit Hartmut Rosa. J'avais lu aussi le livre Accélération, mais en réalité, tout ça est profondément lié à la technologie. Notre sentiment de saturation temporelle est grandement lié à l'impact de ces nouveaux outils. D'ailleurs, il me semble que Tout s'accélère est sorti en 2016. Oui, au cinéma d'abord. Déjà, à l'époque, c'est complètement des sujets qui sont complètement liés. Donc déjà, vous étiez un peu précurseur de ce qui allait se passer, j'ai envie de dire. Ce moment d'accélération qui s'accélère aujourd'hui encore plus avec les écrans, l'IA, etc. Et en l'occurrence, le précurseur, c'était Hartmut Rosa, qui avait écrit le livre en 2010, lui, et qui m'avait inspiré le film. C'est vrai. Écoute, si tu veux, pour commencer, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur ton parcours. Donc à l'origine, tu étais trader jusqu'en 2001. Et puis suite notamment à un fait que tu pourras nous raconter, notamment tu as décidé de t'engager dans de la carrière pour devenir professeur des écoles, en faisant notamment l'IUFM. Et suite à ça, du coup, au fil du temps, tu as observé, on va dire, la montée en puissance du numérique dans le quotidien des jeunes et puis notamment des familles. Et donc, on voulait savoir à partir de quel moment tu t'es dit ça prend une place importante, j'en observe des conséquences notamment significatives et donc potentiellement je dois faire quelque chose. Alors, pour répondre déjà à la première question, j'ai quitté la finance de marché en fait quand ma mère a été gravement malade. Elle était atteinte d'une maladie incurable, donc j'ai été confronté assez concrètement à la mort. Et la mort, en matière de temps, c'est radical. Ça l'arrête d'une certaine manière et ça fait réfléchir
sur notre rapport au temps. Très souvent, c'est une réalité dans les enterrements. Les gens se disent « Oh là là, on se voit jamais, il faut qu'on se revoie ». Enfin, ils reprennent une forme de conscience du temps et de leur finitude. Dans notre course frénétique, le sentiment de la finitude, en particulier quand on est trader, il est absolument pas là. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que cette confrontation à la mort m'a posé aussi la question du sens, parce que la confrontation à la mort, la finitude, pose la question du sens de son existence, et qu'on ne se la pose pas quand on est dans la course. Et là, j'ai cherché un métier qui, pour moi, faisait sens. Et j'avais des amis qui étaient à Louis-le-Grand avec moi, 2, ce qui est phénoménal, parce qu'il y en a un avait fait HEC, l'autre avait tenté une agrègue de physique qu'elle n'avait pas eu, et ils étaient tous les deux d'un très haut niveau, ils étaient devenus instituteurs. Et moi, étant dans la finance, je me disais, mais qu'est-ce qui leur a pris, vu ce qu'ils gagnaient? J'avais cette aune-là comme point de comparaison, l'argent. Quand j'ai quitté tout ça et que c'est eux qui m'ont incité ou influencé, c'est grâce à eux que je suis devenu instituteur, parce que j'ai vu la gratification qu'ils en retiraient à titre personnel. Certes, avec un salaire qui pose vraiment question, mais avec des grandes gratifications personnelles. Vous pouviez vous identifier un peu, j'imagine, avec des amis qui avaient fait un peu les parcours similaires à vous et s'étaient retrouvés dans ces trucs. À devenir... Oui, c'était des amis très proches. Et au demeurant, au passage, l'un d'eux m'a donné le meilleur conseil quand on veut devenir enseignant. Il m'a dit, le programme, tu ne le feras pas, enseigne ce que tu aimes. Enseigne ce que tu aimes. Et c'est Hartmut Rosa qui dit que la résonance qu'on peut avoir avec les enfants, en transmettant nos passions, démultiplie complètement l'effet qu'on a en tant que prof. Donc, en tant que prof, je suis arrivé en tant que prof en 2007, et progressif 2007, c'est l'arrivée du smartphone, de l'iPhone. Et donc, au début, ça touche absolument personne. La tablette 2010-2011. Et là, commence à se jouer l'addiction qu'on a tous vu se jouer. C'est Gunther Anders, dans son livre L'obsolescence de l'homme, qui montre que les innovations, au début, on est tous à fond dedans. Enfin, on est emporté par tous les aspects positifs sans voir les aspects négatifs. Et que même ceux qui voient les aspects négatifs, tôt ou tard, ils sont obligés de s'y mettre parce que tout le monde s'y est mis. Reste que c'est des outils, on le sait tous, ambivalents, avec plein de fonctions qui nous font gagner du temps. Et c'est Hartmut Rosa qui soulignait déjà dans son livre la grande question, c'est avec toutes ces applications, tous ces outils pour gagner du temps que nous donnent ces outils numériques, on en a de moins en moins. Il y a quand même une contradiction patente. Qu'on pourra expliquer. Et donc, moi, j'ai vu sur mes élèves, progressivement, l'impact à plein d'égards. On pourra en discuter, mais la concentration, avant tout, la mémoire, l'attention, le goût de l'effort, et surtout, ces derniers temps, l'érosion du langage qui, moi, m'alarme profondément. C'est ça. Et tu parles notamment de ces différents phénomènes que tu as pu observer. Tu les cites également dans ton livre, avec d'autres phénomènes dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, tels que la FOMO, par exemple, la dopamine également, qui nous rend addicts en quelque sorte à l'usage des écrans. Il y a d'autres phénomènes qui récemment sont arrivés, tels que le TikTok Brain, donc comme quoi être habitué à une consommation de contenu très court, et donc dès que le contenu s'allonge, on a du mal à garder une intention. Pareil, le brain rot, donc ce qui en revient, on va dire, au fait que notre cerveau, petit à petit, se dégraderait, entre guillemets, de par une consommation abusive de ces formats courts. Comment est-ce que tu fais, toi, on a pu le voir notamment dans ton documentaire par différentes activités, comment est-ce que tu fais, toi, pour alerter tes élèves sur ces sujets ? Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est de leur expliquer. Enfin, je crois que il y a un vide dans l'éducation scolaire lié au fait qu'on est un peu resté sur des standards et on a oublié que la société s'était totalement transformée, que les enfants sont dans un bain numérique et qu'on est obligé, c'est fondamental qu'on les éduque, qu'on leur apprenne, qu'on leur explique. Donc ça, c'est le premier point, expliquer. Alors, tu parlais de la dopamine. Il y a plusieurs points sur la dopamine qui sont essentiels à expliquer. C'est le fonctionnement même des réseaux et du scrolling, qui s'apparente littéralement à l'addiction aux jeux de casino. Vous savez qu'il y a des gens, c'est Dostoïevski peut le décrire, des Russes ont perdu leur fortune entière, des millions et des millions, en allant jouer au casino, prouvant que ça avait une capacité addictive phénoménale. Et pourquoi ? En fait, c'est que la sécrétion de dopamine se fait principalement au moment où on jette la bille sur la roulette, au moment où on tire la manette de la machine à sous.
Et l'injection de dopamine qu'on reçoit est plus forte que celle qu'on recevra même quand on aura gagné. Le peut-être est totalement grisant. Et c'est cette idée d'une récompense aléatoire, je vais peut-être tomber sur quelque chose, peut-être pas, qui donne un sentiment d'excitation dans la vie, un peu fallacieux. Et donc, quand on scrolle, l'algorithme est extrêmement bien paramétré il sait ce qu'on aime, c'est ce qu'on déteste. Et en fait, il va alterner sans arrêt des choses qu'on aime un peu, beaucoup, pas du tout, rien à cirer, des pubs, des trucs. Donc, on les scrolle et c'est ça le peut-être. C'est-à-dire, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ah là, ah ouais, super, en fait, j'ai bien fait d'attendre. J'ai un contenu intéressant. Et il va jouer de manière totalement aléatoire. Si vous regardez bien, il met pas, c'est pas toutes les 2 vidéos qu'il met un truc bien, c'est peut-être les 5, toutes les 6. Et donc, il va créer ce sentiment d'aléatoire. Et pour comprendre quand même le pouvoir de la dopamine, qui est incommensurable, c'est dans un livre qui s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller, qu'il explique très bien ça. La dopamine, ça a une fonction presque vitale, puisque c'est la nourriture, ce qui nous pousse à manger. On aime manger, enfin, ça procure un sentiment de satisfaction. La sexualité, évidemment, c'est la reproduction. Sans sexualité, pas de perpétuation de l'espèce. Ensuite, il y a la dimension sociale, dominer ou être inclus socialement. Et ensuite, il y a les 2 qu'on connaît moins. Le premier, c'est la recherche d'information. C'est-à-dire, trouver de l'information dans l'environnement nous donne une satisfaction. Vous imaginez ? Avec l'information planétaire, on n'a pas fini. D'ailleurs, je sais quelque chose d'important. Et ensuite, c'est la flemme. C'est-à-dire, dès qu'une solution est plus simple, on la privilégie. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui a parlé de la tyrannie de la commodité. On est dans une société où on nous propose 50 solutions très commodes, mais qui se payent éventuellement un certain prix. Pour comprendre, juste finir sur la dopamine, le pouvoir de la dopamine, c'est une expérience que je décris dans mon livre et qui m'a marqué, je ne la connaissais pas, c'est l'expérience d'Olds et Milner. On met une électrode donc dans la tête des rats, sur le striatum qui va créer des injections à chaque fois qu'ils appuient sur une pédale. Et au début, le rat découvre la chose, donc il appuie, puis en fait, il appuie de plus en plus fréquemment, et après, il appuie de manière incessante, il ne mange plus, il ne dort plus, et dans certains cas meurt. Donc ça montre à quel point, et ça on l'a tous vécu avec les réseaux, à quel point ils peuvent être même aux dépens de notre propre santé physique et mentale. Mais c'est dire la puissance de ce à quoi on est confronté, et qui est admirablement utilisé par des petits génies en maths, en neurosciences, en psychologie, et qui savent jouer exactement sur ce qu'il faut pour nous rendre accros. Complètement. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais à propos de l'addiction au jeu. Effectivement, je pense que c'est cette recherche, en fait, on est addict à cette recherche, pas tant au résultat. Et en fait, d'ailleurs, on pense souvent que la dopamine, c'est la molécule du plaisir, mais c'est pas vrai. En fait, la dopamine, c'est l'envie, c'est ce que notre corps sécrète quand on a cette envie d'y retourner. En fait. Donc en fait, on est addict à cette envie d'y retourner et c'est pour ça qu'on se retrouve à scroller, même si le contenu en tant que tel nous procure aucun plaisir. En fait. Absolument. Et il y a ce phénomène d'addiction. C'est-à-dire, il y a le phénomène des addictions, c'est qu'il faut augmenter la dose et qu'on ne peut plus s'en passer. On a du mal à s'en passer. Ouais, complètement. Et donc, d'après aujourd'hui Santé publique France, en moyenne, les jeunes passeraient 4h11 par jour sur les écrans. C'est absolument terrifiant. Avec ton documentaire, j'imagine que la raison pour laquelle tu as fait ça, c'est que tu t'es senti responsable de sensibiliser tes élèves à ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il est du rôle de l'entourage des enfants, des adultes, des parents, des instituteurs, etc., de sensibiliser à ce sujet-là? Et toi, comment Absolument, c'est même fondamental. Alors, il y a quelque chose qu'on peut regretter, c'est que les professeurs, les enseignants, du moins dans le primaire où je suis, en élémentaire, ont de plus en plus de mal à faire acte d'autorité vis-à-vis des parents. Avant, il y avait une autorité un peu statutaire de l'enseignant. Il était écouté, on va dire, ou de l'enseignante, quand il disait ou elle disait quelque chose, bon, ça avait valeur. Aujourd'hui, pour plein de raisons qui seraient très longues à aborder, il y a une espèce de perte de statut et en plus une remise en cause parfois des enseignants par les parents. Et donc les enseignants ne se sentent plus le droit d'intervenir. Ils disent qu'il ne faut pas qu'on culpabilise les parents. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, il s'agit de dresser un état des faits, de les aider à prendre leurs décisions en conscience. Alors quand on pense au temps passé par les jeunes sur les écrans, il y a quand même un point à préciser qui est vraiment pas neutre. C'est qu'est-ce qu'ils regardent ?
Parce que, ne serait-ce que déjà entre des jeux, entre Roblox, Roblox c'est une masse de jeux phénoménales, mais et Minecraft ou d'autres jeux d'aventure qui vont solliciter l'intelligence, c'est déjà différent. Ensuite, il y a tous les contenus enrichissants qu'on peut avoir. Écouter une bonne conférence sur YouTube, c'est un moyen de s'enrichir aussi. Même s'il faut toujours préciser que la lecture de livres ancre beaucoup plus profondément dans la mémoire ce qu'on va voir dans une conférence. Reste que ça n'a rien à voir d'écouter une conférence ou de scroller sur TikTok avec des vidéos de 10 secondes ou de 20 secondes qui vont nous entraîner le brain rot, comme on dit. Donc, il y a cette dimension, qu'est-ce qu'on fait ? Mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, la problématique que j'observe, moi, en tant que prof, c'est que c'est pas tant les enfants, j'ai des enfants qui sont en dessous de 10 ans, à 10 ans, quoi. Et dans mon école, ils ont tous en dessous de 10 ans. Donc certains sont sur ces réseaux, et ça, on avertit les parents, on alarme, mais c'est surtout que toute la famille est dessus. Et donc, quand toute la famille, en continu, n'est pas avertie et est totalement accaparée par ça, et pas seulement par l'addiction, d'abord par les communications. Parce que les communications, j'ai connu, alors je vais faire le vieux, SMS, d'abord mail ou fax, ensuite SMS, mail, mais après WhatsApp et ses groupes. Ensuite, un ado, Snapchat, TikTok et Insta ont leur messagerie. C'est un flux communicationnel délirant et submergent. C'est une exponentielle, en fait, ces communications qu'on gère. Et donc, si on ne coupe pas ce flux incessant entrant, on est sans arrêt happé. Et à ça s'ajoutent les dimensions addictives. Donc ça fait beaucoup. Et dans la famille, aujourd'hui, il y a une alarme colossale qui se joue dans la petite enfance. Parce qu'on est tous pris, il n'y a qu'à regarder le temps d'écran. Et si les parents ne sont pas avertis, en fait, l'enfant ne vit plus dans un bain langagier comme avant. Les frères et sœurs, on ne se dispute plus, etc. Et c'est une vraie question. Donc ça engage évidemment pas seulement l'enfant qu'il faut éduquer, mais toute la famille qu'il faut avertir. Voilà. Tout à fait. Et juste pour rebondir, je me permets sur ce point, quand tu dis que notamment il y a une perte notamment de langage parce que l'enfant ne se sent pas forcément stimulé ou n'est pas stimulé correctement par rapport à ce qu'il devrait l'être dans la petite enfance. Moi, je l'ai vu, j'ai assisté notamment à une fresque des écrans avec Amélia Matar, que je salue d'ailleurs. Et dans le groupe au sein duquel j'étais, il y avait du coup une maman qui était en manque de repères et qui était déboussolée et qui avait vraiment cette envie qui était venue chercher une solution, qui était avec son fils de 4 ans. Et elle disait, mon fils, aujourd'hui, est constamment sur le téléphone. Je n'arrive plus à lui enlever après 23 heures, sinon il me crie dessus. Et en dehors de ça, il ne me parle plus. Et la professeure, notamment, et la docteure Anne-Lise Ducanda l'a très bien démontré. On voit en fait que ces jeunes enfants développent des syndromes de ce qui pourrait notamment faire le parallèle avec l'autisme. Oui, des syndromes qui s'apparentent, ce n'est pas du tout, mais qui s'apparentent à de l'autisme. Qui s'apparentent à de l'autisme. Un refermement sur soi. Et c'est là où le danger, il est encore plus, on va dire, proéminent et important auprès des enfants en bas âge. Et c'est pour ça qu'il faut faire super attention et vraiment éduquer. Et comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, sensibiliser les familles pour vraiment avoir ce rôle d'éducation, surtout auprès de l'enfant en bas âge. Alors, ça, de ce point de vue-là, de mon point de vue, il y a une forme de perte d'autorité des parents. On a parlé de la perte d'autorité des enseignants vis-à-vis des parents, mais des parents vis-à-vis de leurs enfants. Au demeurant, quand un adolescent commence à être sur les réseaux, il peut avoir des sources d'informations radicalement différentes de celles de ses parents et plus du tout être d'accord. Ça peut être enrichissant, mais ça peut être aussi très pénalisant ou problématique. Pour la petite enfance, c'est un cauchemar. Il y a un excellent documentaire, enfin, c'est pas un documentaire, c'est un envoyé spécial qu'on peut regarder sur un enfant de 2 ans, qui est justement traité par Anne-Lise Ducanda, qui est venue dans mon film parler aux parents. Et elle réussit à faire... L'enfant ne parle pas, n'a pas de geste d'affection, etc. Elle fait des crises quand on enlève. Elle réussit à faire comprendre à la mère que quand elle aura enlevé, ça va passer. C'est-à-dire que c'est comme si les parents ne pouvaient pas supporter, ça crée des crises. Et plus on tarde, plus les crises sont violentes, dangereuses même. Donc mieux vaut agir très tôt et être autoritaire, prendre, et que l'enfant se calme, il peut s'énerver dans sa chambre, mais à un moment ça passe, c'est comme une réaction de sevrage. Juste pour info, récemment, il y a 2 semaines, je parlais avec mes élèves, on en parlait, je parle tout le temps avec mes élèves du sujet, quasiment chaque semaine. C'est par la répétition qu'on arrive un peu à leur faire rentrer
des choses comme dans tout, hein, c'est par la répétition qu'on apprend tout. Et donc, je leur parlais de la dimension addictive, et il y a une élève qui me dit ah ben moi, mon frère, il était complètement accro, alors ma mère, elle en a eu marre, on a pris le téléphone un matin, puis on était parti au marché, et ben quand on est revenu, il avait tout cassé dans la maison. Typique d'un syndrome de sevrage. Et des témoignages comme ça, on en a 10 à la douzaine. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en main très tôt. Et que l'enfant s'habitue. Alors j'aime bien l'éducation bienveillante, mais c'est de la bienveillance ô combien de retirer avec autorité l'objet d'addiction à l'enfant et surtout de ne pas lui donner... Enfin franchement, aujourd'hui, le smartphone est un concentré d'addiction et on comprend qu'il vaut mieux le donner. Le plus tard on le donne, le mieux c'est. Et par contre, l'ordinateur peut être un très bon viatique pour entrer sur Internet à l'âge voulu. Parce que là, on a une autre utilisation. J'imagine que le mieux, c'est justement de même pas en arriver à ce stade où on doit retirer l'écran à l'enfant, en fait. Et j'imagine qu'il y a toute une phase de prévention avant même ça, de décaler l'âge d'arrivée des écrans pour les enfants. Oui, tout à fait. Alors là, le problème, c'est que c'est toujours parfois difficile de juger. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants très défavorisés, et dans certaines familles, mères seules qui rentrent pas, etc., enfin, qui rentrent tard, avec une culpabilité portée d'une certaine manière et compensée, certains à l'époque compensaient par plein de cadeaux. Là, c'est oui, t'as tes temps d'écran, etc., et on cède. Et il y a des situations sociales, quand on vit à 4 dans la même pièce, c'est un moyen de s'isoler, un moyen d'avoir une vie. C'est difficile pour les parents parfois d'avoir du calme, etc. Ça m'amène juste au passage à souligner un point clé dans l'apprentissage du langage et plus généralement dans la formation de la personne, qui est peu dit, le point, c'est la valeur de l'ennui. Alors je vais préciser, c'est que en fait, dans les phases où l'enfant est là, je peux avoir la tablette, je m'ennuie, non, va t'ennuyer. Au début, il est désœuvré, mais c'est un moment capital, et si on réfléchit tous à notre enfance, les moments où on est seul, on cogite. Et en fait, on pense avec des mots. Donc on se parle. Donc non seulement on construit aussi sa pensée par le langage, mais en plus, on crée de l'imagination, on a accès presque à une donnée spirituelle de l'existence. Voilà, qui nous sort un peu de ce matérialisme permanent. Alors là, parce que les écrans, c'est bien de la pub à la fin, hein, très souvent. Et ça, c'est très important parce que les parents ne se sentent plus du tout légitimes à ce que l'enfant s'ennuie, presque il serait coupable. Mais non, c'est absolument excellent. Et tous les enfants les plus stables, les plus émotionnellement dans mes classes, sont des enfants qui ont à la maison, alors beaucoup de la lecture, et savent meubler l'ennui par eux-mêmes. On en voit d'ailleurs dans le documentaire des enfants qui sont hyper lucides dans leurs réflexions, c'était impressionnant. Mais je voulais venir sur un sujet qui est intéressant, qui est le sujet du sommeil aussi, par rapport aux écrans. Aujourd'hui, selon l'IFOP, 81% des Français consultent un écran juste avant de s'endormir. On imagine que c'est encore pire potentiellement pour les enfants. Est-ce que toi, tu observes chez les élèves une augmentation de la fatigue en classe, ou est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? Les enfants moins attentifs le matin, qui s'endorment potentiellement parce qu'ils ont passé des heures sur un dessin animé juste avant de s'endormir, ou même directement au réveil. En fait, qu'est-ce que tu remarques à ça? Alors totalement. J'avais l'an dernier un élève qui me balançait que le Figaro était venu faire un reportage dans l'école, et l'enfant balance en plein reportage: ah ouais, moi ce matin je me suis réveillé à 4h30, comme j'arrivais pas à m'endormir, je me suis mis sur TikTok. Bon, c'est un enfant qui a eu des problèmes considérables, vraiment. Et dans une situation sociale difficile, la mère lâchant un peu prise, bon, etc. C'est un enfant qui avait des problèmes, lui, d'agressivité. Parce que le sommeil, quand on en manque, ça génère deux choses: l'endormissement, l'apathie ou l'agressivité. Il n'y a qu'à se voir soi-même. Hein. En général, on n'est pas d'une humeur excellente quand on manque de sommeil. Et donc, c'est défavorable à tout, aux apprentissages, à la vie dans la classe. Et bon, c'est quelque chose que tous les enseignants répètent. Mais là, aujourd'hui, ils sont un peu ils luttent contre des moulins, un peu. Enfin, c'est que le sommeil, c'est capital dans l'épanouissement d'un enfant, son développement, et en plus, et surtout, sa dimension de santé physique. Ça, c'est quelque chose, je le partage parce que j'étais un fan de tennis.
donc de Federer. Et quand j'ai appris qu'en fait, un de ses secrets, il a été très peu blessé dans sa carrière, et un de ses secrets, c'est qu'il dormait 10 heures par jour systématiquement. Donc 9 heures plus 1 heure de sieste, de repos. Et en fait, on oublie à quel point c'est régénérateur pour le corps, que ça permet d'être extrêmement, Federer en étant un certain exemple, performant le moment venu, et qu'en plus, psychiquement, c'est très stabilisateur. C'est ce nettoyage qu'on fait un peu dans la nuit pendant le sommeil. Or aujourd'hui, et moi-même, je retourne le miroir, je suis aussi dans cette problématique parce que je travaille tard. Alors là, c'est plus du travail, mais le problème de ces écrans, c'est qu'ils ne dorment pas, ils sont toujours disponibles. Et que ce soit quand on est pris par des choses qu'on a envie de voir ou qui nous accrochent, ou parce que on peut travailler à pas d'heure, enfin, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc, ça pousse à une certaine discipline, ce dont je manque un peu. Et de ce point de vue-là, je pense. Oui, tous. Alors de ce point de vue-là, il y a une chose que je trouve très déculpabilisante et qui marche, du moins pour moi, c'est l'alternance des rythmes. C'est-à-dire peut-être une nuit ou deux crevé parce qu'on s'est couché à 1 du mat, parce qu'on a consulté des trucs, etc. Mais des nuits réparatrices après. De la même manière, l'alternance des rythmes, c'est au quotidien. C'est au quotidien, régulièrement, le smartphone n'est plus mon maître. J'alterne, et je suis sur ce que j'ai envie d'écrire, le projet que je mène, et je laisse les idées venir sans être perturbé. J'alterne des rythmes. Je vais aussi faire du sport. C'est cette idée de ne pas être tout le temps accaparé par cette accélération, parce qu'on est dans une société de machines qui nous font oublier qu'on est humain et faillible, parce qu'elles ne dorment pas, et on en est entouré partout, le péage, l'aéroport, tout. Et oui, tout s'accélère, malheureusement. Et il y a un phénomène, malheureusement, qui s'accélère lui aussi. Si je peux me permettre de prendre un peu un point de vue négatif, qui est aussi le harcèlement, malheureusement, qui s'est accentué avec les écrans. On a observé notamment une augmentation du harcèlement scolaire dans les établissements primaires, de plus de 11 points entre l'année dernière et cette année, selon une étude d'e-France, donc qui est passée de 24% à 35% dans les établissements scolaires. Et selon cette même étude, également avec la Caisse d'épargne, 37% des jeunes de 6 à 18 ans sont touchés par le cyberharcèlement, soit environ 2 jeunes sur 5. On sait que cela s'accélère avec les réseaux sociaux, avec l'arrivée des groupes, comme tu l'as cité, qui sont sur les multiples réseaux, donc TikTok, mais également surtout les groupes de classe, WhatsApp, Snapchat, sur lesquels les enseignants et les parents, Discord, sur lesquels les enseignants et les parents n'ont pas la main, n'ont pas le contrôle. À ton avis, quelles sont selon toi les solutions qui limiteraient en quelque sorte ces dérives et ce harcèlement ? Encore et toujours l'éducation. Néanmoins, je voulais corroborer tout ce que tu disais. C'est que, en fait, moi je parle beaucoup à des collégiens dans mes tournées et j'ai trouvé des trucs pour un peu percuter leur esprit. Et entre autres, c'est quand je leur dis, je vais venir vers toi et je vais te dire une horreur, une grosse insulte, d'accord ? Je vais regarder ton visage, enfin, tu vas me répondre, peut-être t'as les larmes aux yeux. Et là, mon empathie va faire que, j'aime pas trop quand même que les gens soient malheureux quand c'est pas tant, je vais me calmer, je vais arrêter d'être méchant. De la même manière, les poings se ferment, on se lève, je me dis, oula, on va se battre, faudrait peut-être que je change d'attitude. Quand on balance des trucs sur les réseaux, on n'a pas la moindre empathie. C'est une rupture empathique, on parle d'une rupture empathique, c'est le sujet de mon prochain film, parce que c'est pas seulement les enfants. Je vais prendre un exemple. Pour les adultes, quand on consulte les réseaux et qu'on consulte les commentaires, c'est une affliction totale, la manière dont les gens s'insultent, sont infichus, ils ne se connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam, et ils se répondent, ils ont raison, alors que l'autre a complètement tort, on est infichus, ça m'est arrivé avec le conflit israélo-palestinien, je me suis fait avoir. Sur Facebook, certaines relations commençaient à prendre des positions ultra radicales dans les deux sens, et moi, j'apportais des nuances un peu fou, quoi. J'espérais nuancer le propos. Attention, quand même, restons humains. Insulte immédiate, des trucs de fou. Donc, parce que les gens se cachent en soi derrière leur écran aussi pour divulguer ces mots. Oui, alors évidemment, il y a l'anonymat, mais il y a le fait, alors ça c'est très important à comprendre, et on reviendra aussi sur le harcèlement après,
mais pour généralement dans la société, ce caractère conflictuel. C'est qu'en fait, les réseaux, c'est dans les années 2010, il y a une étude qui sort dans la Silicon Valley sur ce qui est le plus engageant. Engagement, c'est le but de l'algo, d'accord ? Et les émotions les plus engageantes, c'est la colère, l'indignation et la peur. Alors les médias l'ont très bien compris, hein. La peur, on peut dire qu'ils en jouent. Et que ça nous accapare. Un attentat terroriste, on passe notre vie devant la télé, si on y réfléchit bien. Et de la même manière, ils vont pousser vers nous des contenus qui nous indignent, qui nous mettent en colère ou nous font peur. De ce point de vue-là, beaucoup d'adolescents sont soumis à des contenus qui les indignent profondément, qui créent une empathie émotionnelle forte. C'est immonde, c'est pas juste. Mais très peu d'empathie cognitive, c'est-à-dire ça va pas, mais je comprends pourquoi ça va pas, d'accord ? Donc déjà, quand je comprends, je suis moins dominé par un sentiment d'impuissance. Et ensuite, si j'agis, la personne va pas bien, elle m'a expliqué pourquoi, je la prends dans les bras, elle va mieux, j'ai agi sur la cause qui m'indignait ou me faisait la peine. Là, aucune action possible. Donc c'est une impuissance confrontée sans arrêt à une indignation, confrontée en plus à une impuissance derrière, c'est très déstabilisant psychiquement. Ça peut créer des états pas de dépression, mais de désolation presque. Ensuite, comme il connaît cet aspect conflictuel, le réseau va soit vous donner des choses qui vous confirment dans votre point de vue, vous êtes sûr d'avoir raison, puisque sans arrêt vous avez des infos qui vous confirment que vous avez entièrement raison, que les autres sont des imbéciles, et de l'autre côté, va vous mettre le point de vue radicalement opposé qui va vous excéder et qui va faire que vous allez vous engager en réponse. Donc ça, c'est un phénomène à prendre en compte, c'est un contexte global qui pousse à la conflictualité. Les réseaux, les algos nous poussent à la conflictualité réellement. Et après, il y a ce que tu décris, c'est-à-dire ces phénomènes que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire l'empathie étant complètement coupée, l'adolescence étant un terrain de frustration, de vexation très facile, de susceptibilité exacerbée, de mal-être aussi parfois, la moindre chose va être très mal prise et on peut très vite arriver à un engrenage, puisqu'à aucun moment on se voit, la personne peut être au bord de la fenêtre prête à sauter, on n'en a aucune idée. Inversement, elle peut être avec un couteau, on n'en a aucune idée. Et ça peut monter jusqu'à avoir des conséquences. Après, clairement, dans la vie réelle, on a vu quelques exemples dramatiques. Donc, que faire face à ça ? D'abord, éduquer à la nécessité de la politesse, généralement du savoir-vivre en général, mais qui doit se déplacer aussi sur le monde des réseaux. Avertir que, et ça c'est vrai quand même, que ça reste comme une marque indélébile. Aujourd'hui, on peut photographier, même dans des contenus qui fuient, on peut photographier et on va avoir la preuve que telle chose a été dite. Ça peut largement se retourner contre les auteurs. Donc il y a une trace. Et puis ensuite, c'est une invitation à la vie réelle. Et là, pour le coup, c'est véritablement, je pense que c'est la responsabilité beaucoup des parents, d'inviter à avoir des relations réelles, à inviter les copains à la maison plutôt que chacun chez soi, etc. Et puis ensuite, il y a l'action de l'enseignement qui doit être un équilibrant, quelque chose qui doit intervenir dans ces situations-là, parce que souvent les situations de harcèlement prennent leur source à l'école, se démultiplient la nuit. En plus, ça crée, vous imaginez, quand on est harcelé, on regarde tout le temps, quoi, parce que c'est peut-être une horreur qui est sortie à 2 du mat', donc il faut que je sois connecté à 2 du mat'. C'était justement ce que je voulais dire ensuite. Avant, en fait, les enfants qui finalement étaient harcelés, quand ils n'avaient pas de smartphone notamment à leur disposition, ils rentraient chez eux, ils y trouvaient en quelque sorte un refuge. Aujourd'hui, on peut être harcelé 24 heures sur 24, même dans sa chambre, dans son lit. Et donc le harcèlement en vient jusqu'ici, ce qui vient du coup perturber complètement l'élève, l'enfant et tous les repères qu'il peut avoir dans son quotidien. Je crois que Lucas, tu voulais d'ailleurs alerter sur un chiffre, un numéro qui pourrait être important à connaître. Exactement, je voulais parler du 3018. Alors parce qu'aujourd'hui, on sait que 70% des jeunes ne connaissent pas ce numéro, mais c'est un numéro qui est crucial parce que c'est un numéro qui est dédié aux jeunes victimes et aux témoins de harcèlement et de violence numérique, qui est disponible 7 jours sur 7 de 9h à 23h. Donc si jamais vous êtes témoin ou victime de harcèlement sur Internet, vraiment utiliser le 3018,
une ressource très importante. Et il s'adresse à tout le monde. Donc n'hésitez pas, que ce soit les enfants, les parents qui souhaitent aussi d'y chercher des conseils, il s'adresse à tout le monde. Et d'une certaine manière, il y a vraiment, comme je le disais, un rôle important de l'école. Une des techniques qui est mise en avant, que je mets en avant dans mes classes, c'est on élit un ambassadeur, quelqu'un qui va suivre, qui va pouvoir témoigner auprès des professeurs, du professeur, de la maîtresse, voire des enseignants ou du principal, d'un état de fragilité d'un des élèves. Parce que souvent, ça nous passe à côté. Et donc, les enfants entre eux, ils peuvent nous avertir pour que... Alors, une des techniques, juste parce qu'elle est très intéressante, de solution à ça, quand on a identifié un cas de harcèlement, c'est de convoquer le harceleur, par exemple, ou la harceleuse, et lui dire, voilà, on est embêté, parce qu'on a vu qu'un tel était malheureux en ce moment. Bon, il est un peu secoué par des histoires. Est-ce que tu es au courant ? Non. Ben, écoute, essaye de nous tenir au courant et essaye de prendre soin de lui. Voir, tu peux peut-être faire... Et on se revoit dans une semaine et tu nous dis ce qu'il en est. À aucun moment, on a accusé le harceleur de harcèlement. Mais on l'a juste confronté au truc. Et ben, c'est une des techniques qui marche bien. Parce qu'en fait, il y a aussi cette idée de développer l'empathie dans la classe. C'est-à-dire l'entraide. On est dans un monde hyper compétitif, l'école peut l'être. Hein. Moi, j'ai été à Louis-le-Grand, alors là, je peux vous dire, un suicide réussi. Dans une autre classe à mon niveau, c'était ultra lourd. Moi, j'ai fait une dépression à Louis-le-Grand, parce que le niveau était tellement fort que pour m'adapter, il a fallu que ça a été très difficile. Mais là, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas trop d'empathie. Mais aujourd'hui, dans les classes, développer l'entraide, je pense qu'en particulier dans les petites classes, c'est très bien, parce qu'en fait, là, ça noue d'autres rapports entre les élèves. Et donc, développer l'entraide, aujourd'hui, il y a l'éducation VAR, à l'éducation relationnelle et affective, parce que, ça me fait rire, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a un vrai problème. Et qu'il faut éduquer les enfants à dire leurs émotions, communiquer, plutôt que d'en arriver à s'invectiver ou se frapper. C'est clair. Moi, je voulais te poser une question par rapport au documentaire, notamment le début du documentaire, où on te voit lancer une musique sur un vinyle et regarder donc des livres dans une étagère. J'ai trouvé que ça a planté tout de suite un peu le décor et l'idée d'un rapport plus lent, plus plein au temps. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'enfants peuvent rester des heures devant un jeu, mais tiennent pas 10 minutes devant un texte ou un livre ou un énoncé ou peu importe. Est-ce que selon toi, il s'agit seulement de régler ce problème de l'attention qui a été cassée par les écrans, ou est-ce qu'il s'agit aussi de redonner aux élèves le goût d'apprendre, le goût de l'éducation et de prendre son temps, etc. Alors, Hartmut Rosa Hartmut Rosa en a parlé dans un livre qui s'appelle Résonance et pédagogie. C'est qu'effectivement, l'enseignant a un rôle crucial pour donner envie à l'enfant. Il y a la contrainte, non, pas d'écran, mais il y a aussi quoi faire d'autre. Et guider l'enfant vers même des ressources numériques intéressantes, des films, il y en a des sublimes. Ça n'a rien à voir de voir un grand film dont on va se souvenir, qui va nous faire réfléchir, que de scroller des contenus à 10 secondes. C'est pas du tout la même chose. Pourtant, certains en sont persuadés. Moi, je sais que ouais. pas sur les films, la comparaison, mais je sais que moi, j'ai certains amis qui me disent, mais moi, sur TikTok, mon fil d'actualité, il est génial. J'apprends plein de trucs quand je scrolle, etc. Mais là, c'est pareil. Je te laisse répondre parce que je sais que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, alors ça, on y viendra là-dessus. C'est l'idée de dresser quand même son algorithme. Il y a une part de ça. Mais pour revenir à ce que je disais, c'était que je me suis un peu perdu, pardon. Désolé. Ouais, tu revenais sur la comparaison comme quoi c'était génial de... Enfin, par exemple, ça n'avait rien à voir d'avoir des contenus courts et apprécier un bon film. Et donc, guider les enfants vers tout ce qui peut les nourrir positivement et en dehors ou à travers les écrans, c'est crucial. Alors, il y a un point clé que tu as soulevé. C'est un mur de livres. C'est que les livres, il y a deux activités. Il y a un truc que je voulais souligner, c'est ce qu'on appelle les activités autotéliques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors il a un nom à coucher dehors. C'est un auteur, un philosophe
Seishi Mihaly, j'ai plus son nom exact, mais ces activités autotéliques, c'est des activités inutiles du point de vue productif et qui vont pourtant nous apporter énormément sur le plan du développement personnel et de l'épanouissement. La musique, incroyable, les élèves, j'ai une corrélation folle entre les élèves qui pratiquent la musique et les élèves qui ont un comportement relativement attentif en classe et souvent des bonnes notes. Alors il y a aussi une dimension sociale, mais quand même, c'est très frappant. Ensuite, il y a évidemment la lecture. Alors ça, c'est un des trucs, je ne peux pas comprendre que les parents, et là pour le coup, c'est aussi une question sociale, mais il faut vraiment avertir les parents, parce que j'ai toutes les classes sociales, moi, c'est la grande vertu par rapport à la finance, de voir le monde tel qu'il est quand on est prof dans le 19e en REP+, en réseau d'éducation prioritaire. Et j'ai chaque année des filles, souvent, parfois des garçons, qui me font des super rédactions alors qu'ils viennent d'un milieu où, franchement, on n'augurerait pas de ça. Toujours. C'est par la lecture qu'ils se sont émancipés. Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'explique pas aux enfants, à quel point le langage les déterminera dans la vie. C'est ce qui permet de s'exprimer professionnellement, bien sûr, mais même dans la famille, avec les amis. Dire ce qu'on ressent, ça simplifie beaucoup la vie. Et un des accès majeurs, c'est la lecture. Et la lecture pour des jeunes enfants qui n'ont pas la langue à la maison, ou même qui l'ont, c'est une émancipation, un élargissement du réel qui est absolument fascinant. Et alors, en plus, c'est vraiment une activité qui pose et qui crée de la concentration. Tous les enfants qui lisent sont des enfants qui, d'abord, réussissent mieux. C'est une machine à fabriquer l'intelligence. C'est une phrase de Desmurget que j'aime beaucoup. Mais alors, je dis aux élèves, c'est une machine à fabriquer l'intelligence. Vous voulez être intelligent ? Oui ou non ? Je vais l'utiliser pour moi-même maintenant. Lisez. Et alors, comme je leur dis, comme image, je leur donne, quand vous ouvrez un livre et que vous commencez à le lire, c'est comme si vous mettiez une paille et que vous absorbiez l'intelligence de l'auteur ou de l'autrice. Parce qu'en fait, la personne qui a écrit le livre, sa pensée formulée dans un certain langage. On lit Hugo, on lit Zweig, on lit ce qu'on veut, c'est pas pareil. Donc on absorbe l'intelligence de l'auteur ou de l'autrice d'une certaine manière. Et on s'enrichit considérablement. Pas seulement sur le plan du langage, sur le plan de l'affect, sur le plan de plein de choses. Et effectivement, de la maîtrise de soi. Donc oui, c'est essentiel de guider les enfants et le rôle des parents de ce point de vue est crucial. Pour la lecture, le meilleur moyen, c'est quelque chose qui se perd malheureusement sous l'impact des écrans, c'est l'album du soir. C'est-à-dire les parents qui accompagnent l'enfant dans la lecture à partir de l'album du soir, qui créent une habitude de lecture, emmènent leurs enfants vers ce qui leur fera le plus grand bien. Et donc toi, si tu avais, on va dire, trois conseils que tu donnerais, notamment à des parents, qu'est-ce qu'ils seraient Alors le premier, c'est se soigner soi-même, se connaître soi-même et avoir une prise de recul par rapport à l'usage des écrans. Personnellement, j'utilise la technologie pour brider la technologie. Là, ça s'impose, parce que souvent, elle devient notre guide. Donc, quand elle nous dit « tu as fait trop de réseaux », oui, c'est vrai. Première chose, moi, ce qui m'a sauvé la vie, ce qui me sauve, parce qu'en plus, je le refais à chaque conférence, quand on fait des photos, on a besoin que ce soit en couleur, mais en dehors de ça, le noir et blanc. Tous les accros au téléphone, parce que le téléphone est un concentré d'addiction. L'utilisation, ça je tiens à le dire pour tous les parents, n'offrez pas de smartphone, ou les ados, essayez de retarder le smartphone. Par contre, ayez un ordinateur portable, pas de problème. Accès à tout Internet, un clavier, donc des lettres. Donc c'est une utilisation très différente. On n'est pas dans la rue avec son ordinateur portable, à plus regarder rien autour de soi. Par contre, quand on rentre, on va pouvoir aller sur des sites, des choses intéressantes. Mais bien sûr, on met un contrôle parental. Mais qu'est-ce qu'il y a comme ressources intéressantes ? Code.org. Les enfants, mon fils a appris à coder comme ça, en s'amusant. Je suis content de le laisser sur un ordinateur faire du code.org, ça ne me pose pas de problème. Et lui, il est content, il fait ses tableaux de Minecraft, il les crée. Donc, tout ça est plutôt positif. Voilà. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on commence souvent par l'inverse. On donne aux enfants d'abord des tablettes, des téléphones, etc. Et après, quand ils commencent à avoir besoin de faire des travaux, etc., on leur donne un ordinateur portable. En fait, et c'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, bon ordre. Ça vaut pour les adultes. C'est une recommandation de plein de gens de la tech qui disent non, les réseaux, vous les avez pas sur votre smartphone. Vous les avez sur votre ordinateur. Tout ce qui vous rend accro, vous le mettez sur l'ordinateur. Vous aurez une autre... Parce que c'est pas portable, c'est pas tout le temps. C'est pas incessant.
Et de ce point de vue-là, pour l'enfant, c'est une véritable autre éducation à un meilleur usage, parce que, pour comprendre simplement, quand tout se fait avec le pouce décide. Et comme il y a des couleurs, c'est pour ça que je parlais de noir et blanc, le color design fait qu'on crée des automatismes du pouce qui décident pour nous. Très souvent, je m'aperçois que quand je suis en couleur, je vais pour regarder mon calendrier, je sais pas quoi, puis je vois les rouges de messages, et je me retrouve à avoir passé 10 minutes et me dire, attends, qu'est-ce que j'étais venu faire déjà ? Moi, je l'avais essayé, ce truc du noir et blanc. J'ai trouvé ça tellement frustrant que j'ai dû l'arrêter. Et même à un moment, je prenais le vélo et je voyais plus mon itinéraire. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que je l'arrête parce que sinon, je vais mourir, surtout à Paris. Très dangereux. Mettez des casques, d'ailleurs, sur les Vélib, s'il vous plaît, dans Paris. Parce que Alors, on en arrive un peu à la question débat. Donc, je me suis inspiré de notre conversation téléphonique la dernière fois où tu m'avais dit, et là, tu viens de le réexpliquer, comme quoi les téléphones, les smartphones sont, on va dire, un concentré d'addiction. Selon toi, aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de pouvoir réguler en quelque sorte son activité sur les réseaux sociaux, sur les applications de réseaux sociaux, de messagerie ou autre, ou alors il faut passer plutôt de se dire on n'est pas capable, les algorithmes sont trop puissants, les ingénieurs qui conçoivent ces applications le font d'une si bonne manière que on ne peut pas aujourd'hui réguler notre activité dessus et il faut l'accepter, et donc il faut accepter cette situation, ne pas y aller sur notre téléphone et plutôt passer à l'ordinateur ou alors une autre solution. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Est-ce que tu penses que c'est encore aujourd'hui possible de réguler son activité sur les réseaux sociaux, ou alors il faudrait en arriver un peu à ce point critique où on passe sur l'ordinateur ? Déjà, c'est comme toute chose, ça dépend de l'âge quand même, parce qu'on n'a pas la même capacité à s'autoréguler selon l'âge. C'est connu, il y a qu'à voir un petit enfant, il a du mal à s'autoréguler. C'est là où il ne faut vraiment pas lui donner une tablette de manière évidente. Donc, il y a une question de maturité. Néanmoins, quand on regarde certains adultes, on se dit que la maturité, c'est pas un argument absolument satisfaisant. C'est des grands enfants, c'est pour ça. Voilà. Non, mais comme tu as dit, c'est qu'on est face à des tronches et à des techniques cognitives que même les humains, et ça faut le comprendre, ne maîtrisent pas totalement. C'est-à-dire l'algorithme s'auto-régule sans arrêt. Comme il est paramétré pour capter l'attention, il va s'apercevoir que quand il fait ça, dans certains cas, ça marche mieux, donc il va le faire pour tout le monde. Et en fait, ça devient un outil ultra puissant. C'est Helios Koutsu qui le dit, à la fin, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Alors, néanmoins, en utilisant la technologie, parce que la question, elle est double, c'est qu'est-ce qu'on regarde et combien de temps on y passe ? Donc déjà, combien de temps on y passe ? Il y a des applications qui permettent de réguler, au moins d'avertir que tu viens d'y passer, parce qu'on ne voit pas le temps passer, que tu viens d'y passer 20 minutes. Moi, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes, par exemple, pour donner des idées Non, mais c'est tout intégré aujourd'hui. Le contrôle parental est intégré à l'achat du smartphone, et les limites, on peut les paramétrer sans problème. D'ailleurs, on peut consulter son temps d'écran, qui permet de savoir, tiens, là, oui, effectivement, mon réseau, j'y ai passé trop de temps. Donc avoir une attitude réflexive dessus. Donc ça, c'est pour limiter le temps, d'accord, pour pas être le jouet de cette captation d'attention. Ensuite, pour réguler les contenus, c'est-à-dire pour pas être abêtis totalement par les contenus qu'ils nous proposent, parce que qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'est-ce qui, comme dans les médias, nous attire le plus ? La mort, la peur, le sexe, les émotions primales, d'accord ? Ou la prise de risque. Waouh, il a fait ça. Et donc, ça a peu d'intérêt intellectuel, même dans la construction affective, finalement. Donc, c'est ma fille qui m'a appris ça, qui m'a dit que papa, il faut apprendre à dresser son algorithme. Cela dit, tout en me disant ça, elle m'a dit que récemment, elle avait coupé TikTok. Quoi qu'elle y faisait, elle y passait trop de temps à son goût. Bon, néanmoins, elle a connu un très grand philosophe que j'ai découvert grâce à elle, qu'elle avait connu grâce au compte philo de TikTok auquel elle est abonnée. Il s'appelle Michel Clouscar, qui a écrit un livre que je vous conseille, vous pouvez noter, Néofascisme ou idéologie du désir, qui est un livre génial pour comprendre un peu notre société matérialiste, de l'hyperdésir sans limite. Et elle l'a connu par les réseaux. Elle me parle d'informations
Et moi aussi, c'est-à-dire que, pour faire simple, hein, et ça je suis assez radical, les médias mainstream ont tellement failli en clivant, en rendant l'information profondément manichéenne. C'est oui ou c'est non. On sait tous que c'est ni oui ni non, que c'est la vérité est complexe. C'est la fameuse phrase que j'aime bien. La vérité est un puzzle, chacun en détient un morceau, mais croit connaître, avoir le puzzle tout entier. C'est compliqué, la vérité. Et c'est pas du tout comme ça que nous présentent les médias les choses. C'est d'une simplicité crasse. C'est pour, contre. Enfin, grosso modo, c'est pour, et puis si t'es contre, t'es débile. Or, les choses sont compliquées. Et on est d'accord. Ça contribue massivement à la diviser, parce que l'air de rien, cette ontienne est un peu ressortie sur les réseaux, mais sur les réseaux, on va avoir une information plus large. La grande difficulté, ça va être après de déterminer la vérité. Parce que franchement, par moments, c'est pas facile. On ne sait plus à quel sein se vouer. Mais c'est justement, ça je crois, en allant chercher des bribes d'informations sur les choses qu'après, on peut, avec un peu d'esprit critique, se faire une idée avec un peu de nuance, quoi, et d'humilité. C'est l'esprit critique, en fait. Donc, ça va être devenir le soft skill humain le plus important. Avec l'empathie. Parce que l'IA, ça n'a pas encore. Il y a des gens qui vous défendent ça. Ils vous disent, ouais, l'IA, elle va gagner parce qu'elle est plus empathique. J'ai un copain qui fait de l'IA, hein, qui programme et tout, me dit, non, mais l'IA, tu sais, dans l'enseignement, vous êtes foutus parce que l'IA est plus empathique. Tu veux rebondir là-dessus sur l'IA dans l'éducation ou alors je vais prendre... En fait, là, on était à Educatech la semaine dernière, vendredi, et donc avec Lucas, on a vu pas mal de solutions d'intelligence artificielle dans l'éducation. Et donc on voulait savoir quel était ton avis. On a vu des boîtes ou des pochettes également qui pouvaient être positionnées auprès de la vie scolaire pour mettre le téléphone la journée et le récupérer uniquement le soir, ou d'autres solutions d'IA pour aider les enseignants, on va dire, à créer des cours, corriger des copies. On voulait juste en revenir, nous, à une utilisation. Ce serait un vaste sujet, mais en revenir juste sur l'utilisation de ChatGPT. Est-ce que tu sais, toi, déjà, potentiellement, si tes élèves utilisent ChatGPT, et si oui, de quelle façon? Moi, j'ai eu une expérience passée qui m'a dit que, donc là, quand j'avais fait la fresque des écrans, notamment des jeunes collégiens 6e, 5e utilisaient ChatGPT pour envoyer leurs devoirs. Donc, on n'avait plus de stimulation intellectuelle. Tout le processus d'apprentissage était brisé. Et encore plus grave, aujourd'hui, l'utilisation de l'IA peut même être conversationnelle. Et un enfant de 6 ans, durant toujours ce même atelier, m'a affirmé qu'il utilisait l'IA quand il s'ennuyait pour échanger avec elle et avoir une sorte de compagnon. Quel est ton avis, toi, sur les évolutions de l'IA? Comment essayer de le réguler? Et quels conseils tu pourrais donner potentiellement aux enseignants ou aux parents pour alerter les jeunes sur le sujet? C'est un énorme sujet qui illustre un point important, c'est que la technologie a toujours un temps d'avance et que nous, on n'arrête pas de s'adapter à des nouvelles données et qu'on est souvent un peu en retard, hein, malheureusement. Il y a un autre point commun, parce que j'ai vécu, quand j'étais trader, la bulle Internet qui était phénoménale, et il y a la même bulle dans le monde de l'IA, parce que c'est une promesse de pouvoir futur assez colossal. Et ceux qui avaient investi sur le Nasdaq, certes, ça a eu un crack monumental, phénoménal, moins 70-80%, mais après, c'est monté aussi dans les tours. Donc, tout ça pour dire que ce que je regrette, c'est cette course en avant imposée par la finance. C'est-à-dire, il ne faut jamais découpler la technologie, l'IA en étant un paroxysme, du pouvoir et de l'argent. L'essor de la technologie s'explique d'abord, et son côté aussi chronophage, s'explique d'abord par la mainmise de l'argent sur la technologie. Internet, à une époque, c'était le rêve, on va tous partager nos infos, c'est le champ de la liberté et de la désintermédiation, c'est vrai. Et puis, l'argent a pris possession de ça. Il y a un très bon exemple, c'est Amazon. Amazon, c'est plus de 15 ans de pertes abyssales. Aucune entreprise ne tient, aucune. Mais il y avait des tels fonds qui pariaient à juste titre sur la domination future d'Amazon, qu'ils l'ont permise. Sur l'IA, c'est un peu la même chose. Elle fait des pertes colossales, elle nécessite des investissements ahurissants. Là, pour le coup, j'en étais baba. On parle de 3 000 milliards à horizon 2035 d'investissements infrastructure et énergie pour fournir la matière. Je trouve, personnellement, d'un point de vue intellectuel,
que la démesure est totale à travers l'IA, parce que vouloir remplacer l'intelligence humaine, c'est très démesuré, parce qu'elle est illimitée. Donc là, on va s'arrêter où ? En termes de consommation de ressources, on ne sait pas. Alors les gens vous disent, oui, on va avoir une nouvelle source d'énergie gratuite et infinie. On l'attend largement. Pour l'instant, l'IA, ça se traduit par une augmentation de consommation électrique et donc une augmentation d'émissions de carbone, parce que pour l'instant, l'essentiel, on ne construit pas un EPR en un an. L'essentiel, c'est par le pétrole et le charbon et le gaz qu'on produit l'électricité. Donc ça, c'est une première chose. Cela étant dit, oui, on voit tous les excès de l'IA qui montrent aussi la solitude des gens. C'est en fait, vous avez vu, il y a récemment une japonaise qui se marie avec l'IA, il y a des gens qui utilisent l'IA comme psy. Quelle solitude, au fond, de ne plus avoir confiance en l'humain autour de soi pour pouvoir parler. Si je peux rebondir juste sur ce point, désolé de te couper. Oui. En Corée du Sud, notamment, il y a un chatbot conversationnel qui est sorti qui s'appelle Zeta et qui permet d'échanger avec des personnages fictifs d'intelligence artificielle, des chatbots. Et les jeunes là-bas passent en moyenne 2h30 par jour à discuter avec ces IA. Parce qu'en fait, ils n'ont plus le temps dans ce quotidien d'avoir, dans leur quotidien qui est très rythmé en Corée du Sud, et donc d'avoir ce temps d'échange avec des amis. Ils se réfugient sur ces échanges avec des chatbots conversationnels. Et donc c'est un enfermement. Il y a aussi les Ikikimori au Japon, qui sont 1 million, et ils s'enferment, et ils sont globalement avec des écrans. C'est ça qui permet qu'ils vivent 1 an ou plus, seuls, sans plus rien, avec des conséquences évidemment psychiques lourdes. Éric Sadin, il a expliqué un truc que j'ai trouvé brillant, je vous conseille de l'inviter, c'est que les IA aujourd'hui, il y a l'IA générative, qui déjà pose la problématique du langage. On parle d'une baisse du langage. Et vous avez un autre truc qui le fait de mieux en mieux, qui produit du langage de mieux en mieux. Qu'est-ce que vont faire les jeunes qui font 20 fautes d'orthographe par phrase ? C'est pas, là, je suis un peu caricatural. Pardon. Ah si, il y a une stat. Là, je vous assure qu'il y a des profs qui sont en train d'être recrutés et qui font beaucoup de fautes d'orthographe par défaut de... Enfin, il y a plein de problématiques. Donc le langage s'érode, et vous avez une solution où il n'y a plus de fautes d'orthographe, syntaxiquement ça tient la route, et en plus ça fait le boulot à votre place. Moi j'aurais été jeune, j'aurais eu du mal à résister. Faut vraiment une bonne éducation pour pouvoir résister à cette solution de facilité, surtout qu'ils vous disent, mais bon, et alors, quand je vais bosser, elle sera là, l'IA. Donc, avec la grande question de la délégation de fonctions qui est propre à toute technologie, on transfère une capacité à la technologie, on s'atrophie de cette capacité. Quand c'est l'intelligence, c'est problématique. Ensuite, il explique une autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'était cette idée qu'en fait, aujourd'hui, l'IA crée des chatbots, des assistants personnels dans tous les domaines. Vous avez votre assistant personnel médical, un assistant personnel avocat, un assistant personnel ceci, cela. Et donc, plus besoin des autres. De quoi j'ai besoin des autres ? J'ai pas besoin des autres. Je fais tout avec mon truc. Donc, toute l'interdépendance qui fait qu'on doit vivre ensemble. Et d'ailleurs, souvent on voit ça dans les milieux pauvres, il y a beaucoup plus de solidarité, parce que nécessité fait loi, on doit s'aider. Voilà, maintenant, on n'a plus besoin de personne, on n'a plus besoin d'avoir des échanges, et on peut se refermer. Ça crée une société dont je pense peu de gens ont envie, mais ce qui est paradoxal, c'est que cette société nous y précipite, parce qu'on est toujours dans une carence de temps, et que cet outil va vite. Ça, c'est sûr. Et donc, quel conseil, avant d'en conclure, quel conseil du coup tu donnerais aux enseignants et aux parents pour notamment éveiller les consciences des jeunes sur ce sujet ? Alors déjà, c'est d'interdire dans la jeunesse, parce que si trop tôt la machine se substitue à l'intelligence de l'enfant, là, parce que la plasticité enfantine, c'est quelque chose qui est un des messages d'espoir, et même adolescents, des jeunes, vous encore, même moi. Il y a de la plasticité, il reste un peu. Mais vous, elle est forte. Jusqu'à 25 ans à peu près. Comment ? Jusqu'à 25 ans, notre cerveau continue de grandir. Voilà. Mais alors, autant vous dire qu'avant 10 ans, ça cartonne. Alors j'en ai l'exemple. Je nourris mes élèves de textes magnifiques. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas parler au début de l'année. À la fin de l'année, on a pu le voir dans mon film. Au début de mon film, je m'étais dit, oh là là, comment on va faire le film avec eux ? Ça va être dur et tout. Puis en les nourrissant de langage, en les faisant lire, etc. En fait, la plasticité mentale des enfants est colossale. Donc il faut la préserver absolument. Que l'enfant lise, continue à réfléchir par lui-même. Parce que, évidemment,
on met de côté l'aspect financier et écologique, c'est un atout, ça peut être bien utilisé. Je donne un exemple. Je donne des cours de maths aussi particuliers, et j'ai une élève qui m'a dit moi, le soir, quand mes parents sont pas là, je photographie ma leçon et je dis à ChatGPT, pose-moi 10 questions pour vérifier que je l'ai comprise, et aide-moi si j'ai pas les bonnes réponses, enrichis-moi. Tout est dans le prompt. D'ailleurs, tout est dans le prompt qui est du langage. Et donc, si on n'a pas le langage, il va, grosso modo, le prompt qu'on lui met, il va suivre le prompt. Donc, si on a un langage très déficient, il va continuer avec un langage déficient. Par contre, s'il voit qu'il y a des mots, il va chercher dans l'univers Internet ce qui correspond statistiquement, et ça va être plus riche. Donc, voilà une bonne utilisation. Ça peut aussi être un complément, toujours l'idée de complément. Complément pour approfondir un savoir. Quand j'ai écrit mon livre, il y a certains livres que j'ai pas le temps de lire. Je fais gaffe à ce que me dit, parce qu'ils disent ça arrive quand même qu'ils disent des bêtises ou qu'ils soient très approximatifs, l'IA. Mais quand même, ça te fait un résumé de livres très connus, donc où il y a eu beaucoup d'écrits autour, qui tient la route. C'est un gain de temps. Et surtout qu'on peut lui dire, fais-moi un résumé en 10 pages détaillé, donc on va avoir quelque chose de bien fait. Donc voilà, moi ma problématique, elle se trouve plus dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je vois tous les verrous sauter de ce qui tenait notre société debout. Ça a déjà été le cas avec Internet, la désintermédiation d'Uber avec les taxis, cette désintermédiation généralisée pose des questions sociales. Là, l'IA, ça les décuple. Et j'ai plein d'amis dans le privé et qui me disent qu'ils sont horrifiés parce que ça redescend d'en haut, toute la hiérarchie leur dit « IA, ah non, vous y mettez. Et puis vous allez me l'utiliser à fond les ballons. » Et quand bien même ils voudraient préserver leur intelligence, le staff dit « Non, c'est mieux, c'est plus intelligent que toi. » Ils disent pas « c'est plus intelligent que toi », mais c'est presque l'implicite. Et donc, je pense que, comme toute innovation, on va progressivement arriver à mieux l'utiliser. Et le tout, ça c'est fondamental, c'est pas de personnaliser l'IA. Il y a vraiment trop de gens pour qui ça devient un compagnon, qui est personnalisé presque. Et là, ça a des effets psychiques délétères, etc. Ensuite, dernière chose, c'est comment on va faire avec vous, d'ailleurs vous êtes dans cette question-là, les stages, les juniors. On n'a plus besoin des juniors. Tous les cabinets nous le disent aujourd'hui. Les cabinets, le BCG, tout ça, ils sont embêtés. Pas besoin, l'IA fait 2 fois plus vite, enfin même 10 fois plus vite, si pas plus, ce que le junior, en se formant, faisait. Donc on n'a plus besoin. Mais si on n'a plus besoin, comme on a des seniors, comment on va les former? À quel niveau? Et ça, c'est une vraie question de ressources humaines et qui va poser des questions dans la société derrière. Parce que c'est une chose que je crois, on l'a dit, l'empathie, la résonance, l'apprentissage par humain interposé, il n'y a pas mieux. On dira ce qu'on veut, mais il n'y a pas mieux. Dans tous les métiers, tous, sans exception. Un senior qui peut bien expliquer, il faut qu'il ait des capacités de le faire, mais un jeune, ses trucs, ce qu'il a vécu, il a l'expérience, c'est très riche. Et ça risque fort de le couper, ce qui serait très dommageable. Et c'est vrai, je pense que c'est pas toi, Lucas, mais on se souvient toutes et tous de... Moi, je me souviens de mes maîtresses et mes maîtres quand j'étais en primaire. Nadine, Armel, Anne, Angéline, que je salue. Et je pense que j'espère que demain, on ne se souviendra pas d'IA conversationnelle qui pourrait nous enseigner dans l'établissement. C'est clair. Merci beaucoup, Gilles. Maintenant... je voulais ajouter une petite touche que j'aime bien toujours ajouter. C'est que le parent pauvre de cette course contre le temps phénoménal que nous impose un peu le numérique, paradoxalement, c'est globalement une des choses qui nous donne une raison de vivre, c'est l'amour. L'amour conjugal. Il faut du temps. L'amour amical. Il faut du temps. Il faut passer du temps avec ses potes. Sinon, où se nourrit, où s'ancre l'amour? L'amitié, c'est l'amour. L'amour filial, c'est pareil. Le temps qu'on donne à nos enfants, c'est le seul héritage véritable qu'on leur donne. Alors c'est à ce titre que je donne une anecdote de trader. Quand j'étais trader, en fait, j'étais trader sur des très gros comptes qui me donnaient de l'argent pour faire joujou, pour gagner plein d'argent très vite.
Et il y avait un d'eux qui était un peu moins foufou, plus raisonnable que les autres. Il était dans tous les grands conseils d'administration des boîtes industrielles parisiennes, passait beaucoup de temps à travailler. Et je le voyais tous les 2 mois, on déjeunait ensemble. C'était très riche. Et une fois, il était arrivé, il était un peu fermé. Son visage était fermé, donc j'essaye de le faire parler. Puis il me raconte qu'il est parti à Venise pour ses 30 ans de mariage et que sa fille, à un moment, l'a pris à part dans les belles rues de Venise et lui a dit « Papa, il faut que je te parle. Voilà, je viens de réussir Centrale. Je sais que tu es fier de moi. C'est une grande école, machin. Je sais que tu as toujours voulu que je réussisse. J'ai réussi. Tu as toujours voulu mon bien. Tu m'aimes, je le sais. Mais la vérité, c'est que je ne te connais pas. » Et elle lui dit « Tu n'étais jamais là. » Et elle lui balance cette phrase qui a contribué au fait que je sorte un moment de la finance, quand j'ai eu des enfants aussi, c'est « Et tous les millions que tu as gagnés, ça rachètera jamais les moments qu'on n'a pas eus ensemble. » Et cette phrase-là, quand on pense combien ces écrans nous volent, littéralement, et sans qu'on gagne des millions, c'est plutôt eux qui les gagnent, des millions, des temps critiques, cruciaux avec nos enfants, mais pas seulement nos enfants, les gens qu'on aime, faut pas le perdre de vue. Parce qu'on risque de passer à côté de ce qui fait un peu le sel de la vie quand même. Tout à fait. Complètement d'accord. Merci pour ce point. Ouais, merci Gilles. Maintenant, si ça te va, avant qu'on se quitte, on peut terminer rapidement peut-être avec nos 3 questions rituelles. Bon, l'idée c'est de répondre rapidement en une phrase à la question dans la mesure du possible. Alors, pour la première question, quel est ton plus gros vice avec les écrans ? Ah oui, YouTube. YouTube, pourquoi ? Parce que j'aime bien beaucoup le tennis et que YouTube, quand je me connecte, et j'ai même des actes réflexes après avoir bossé, poum, allez un petit YouTube, allez un petit match. Bon, il y a des matchs tout le temps et tout. Il y en a d'autres, c'est le foot, etc. Bon, moi, c'est le tennis. Et il a un talent. Il sait aussi les joueurs que j'adore. Et là, le talent, bon, poum, le poste. Quoi, 9 impossible minutes, de résister. Voilà. Et donc ça, c'est le piège ultime. Selon toi, est-ce qu'on peut encore reprendre le contrôle face aux écrans et aux géants de la tech ? Oui, par l'éducation, ce que je dis, sinon je me battrais pas. Sinon j'aurais déjà, je serais pas dans l'arène. Néanmoins, comme je le disais, une des grandes difficultés, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire les changements, même les entreprises ont du mal à s'adapter, ça va vite. Et donc, on est toujours un peu à la traîne et il faut beaucoup réfléchir aux conséquences, écouter les gens qui réfléchissent sur l'IA, parce qu'ils anticipent les conséquences déjà, plutôt que d'écouter les turiféraires qui vous disent que c'est fabuleux. Oui, il y a des trucs bien, mais voilà. Donc c'est pour pas être à la ramasse, essayer d'anticiper un peu, mais c'est pas facile. Et pour finir, si tu avais un message en une phrase à faire passer à la génération qui arrive, ça serait quoi ? Réellement, hein, c'est la lecture est une machine à fabriquer de l'intelligence de Desmurget, ou cette petite phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, où il dit « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Lire, c'est boire et manger, j'adore. Super, Je la note. Merci beaucoup Gilles, sincèrement de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce podcast, donc Scrolletu. Ravi et continuer, faut se battre. Et plus il y a de jeunes qui le font, mieux c'est. Voilà, merci d'être venu pour nous partager ta vision et puis également ton travail auprès des jeunes principalement. De notre côté, avec Season et DigiDetox, on essaye de suivre un peu aussi ton chemin, et puis apporter aussi nous aussi notre pierre à l'édifice pour aider, on va dire, tout le monde à reprendre le contrôle. Voilà, on espère avoir pu toutes et tous vous aiguiller sur les différents sujets, vous donner différentes solutions qui vous permettent d'agir, et ravi d'avoir pu partager cet épisode avec vous, donc Gilles et Lucas. Et puis on se dit à très vite. Tu voulais peut-être ajouter un mot de la fin ? Oui, un dernier mot, c'est qu'il y a un outil génial pour libérer la parole et réfléchir sur les écrans. Alors, c'est mon film, il est sur YouTube. C'est-à-dire qu'il a eu le label film d'utilité publique. On en était très fiers. Et Public Sénat a accepté de le mettre sur YouTube, donc il est accessible pour toutes les familles. On a plein de familles qui nous disent on l'a regardé en famille. On s'est posé 2-3 questions et on a pris quelques petites décisions. C'est jamais total parce qu'on ne peut pas s'en passer, mais ça nourrit la réflexion en famille. Super. Écoutez, top. Merci beaucoup Gilles. Merci. Bravo si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère sincèrement que cet épisode va vous aider.
Vous connaissez sûrement un ami, un collègue ou même un voisin qui aurait besoin de quelques solutions. Alors n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Parce que parfois, une simple prise de conscience peut tout changer. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux avec Season, l'application pour vous aider à sortir du scroll. Et DigiDetox pour des actions de sensibilisation au numérique en présentiel. On vous met toutes les infos en description de l'épisode. Pour échanger ou nous faire un retour, contactez-nous par mail à l'adresse scrolletu@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous recommander quelqu'un que vous aimeriez retrouver dans un prochain épisode. On se dit à très vite. C'était Valentin et Lucas dans Scrolletu.